Bonsoir à tous. Le Palais de la Culture de Treichville brille de mille feux dans ses nouveaux habits. Il vient de finir une rénovation entamée depuis 2013. La clé du palais a symboliquement été remise ce samedi au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. La Côte d'Ivoire abrite près de 2000 réfugiés quand ils sont près de 6 millions dans le monde. Ce 20 juin, date de la Journée mondiale des réfugiés, a donné lieu à des célébrations dans les villes d'Abidjan et de Mans. Le conseil du district de Yamoussoukro, installé par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le gouverneur sortant a été reconduit pour un mandat de 5 années par le président de la République. Sa mission, faire de Yamoussoukro un pôle de développement. Et la coalition des mouvements de l'Azawad l'a enfin signé. L'accord de paix d'Alger pour le nord du Mali avait déjà été entériné par le gouvernement et l'armée loyaliste le 15 mai dernier. Les populations placent beaucoup d'espoir en ces accords. Merci de nous suivre et bienvenue dans ce nouveau journal sur RTI 1. Comme tous les samedis, vous avez une page culture dans ce journal. Les secrets de l'excellence est le titre de l'œuvre que nous allons décrypter avec son auteur Lucien Soya. Il est aussi ingénieur en télécommunications et il entend cultiver chez le lecteur des vertus comme la passion pour le travail bien fait, la patience et la persévérance. Ce sera tout à l'heure après le point de l'actualité. Le Palais de la Culture fait peau neuve. L'édifice détérioré a retrouvé son lustre perdu après des travaux de rénovation entamés en 2013. La clé du palais a symboliquement été remise au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Le reportage est signé Michel Diré. Le Palais de la Culture retrouve son plus beau visage après les rides prises quelques années seulement après sa construction en 1999. Pour cette intervention, 3 années auront suffi pour redonner des couleurs à la bâtisse. Le traitement de choc a été possible grâce à la Chine et au gouvernement ivoirien. Je suis très fier de voir le résultat de ce projet grâce à la direction très rigoureuse de son Excellence Monsieur le ministre de la Culture et de la Francophonie. Les travaux se sont bien déroulés. Je voudrais d'abord remercier la République populaire de Chine pour avoir accepté de faire cette rénovation de ce palais en y mettant 15 milliards de francs CFA pour la rénovation. La partie ivoirienne mène les 9 milliards de manière à atteindre, disons que le chiffre qui avait donc été avancé tout à l'heure de 24 milliards de francs CFA. Pour éviter une rechute, des mesures rigoureuses seront prescrites. Nous allons gérer cet ouvrage comme on gère un espace privé. D'abord, il n'y aura plus de gratuité. Les salles ne seront pas aussi chères que les salles privées. Elles seront accessibles. Elles ne seront pas réservées et puis décommandées. Celui qui réserve, il paye. Qui l'occupe, qui ne l'occupe pas, il paye. S'il ne paye pas, on le poursuit en justice. Le peuple épris de culture va prendre grand soin de cet édifice en respectant l'environnement. C'est-à-dire en ne venant pas ici pour casser, en ne venant pas ici pour salir, en ne venant pas ici pour faire n'importe quoi. Parce que le ministre l'a dit tout à l'heure, il nous a laissé des instructions très fermes. Celui qui casse une aiguille la remplace. C'est un espace d'excellence où les Ivoiriens ont bien envie de rêver de grandes œuvres et nous serons vraiment prêts pour relever ce défi-là. Le palais sera très bientôt ouvert aux promoteurs de spectacles pour que le temple par excellence de la célébration de l'art et de la culture retrouve les émotions et sensations qu'il a connues par le passé. La Journée mondiale des réfugiés braque les projecteurs sur 60 millions de réfugiés dans le monde. Le cas réside en Afrique subsaharienne, quand la Côte d'Ivoire, elle, en abrite près de 2000. Christelle Menon pour la commémoration de cette 15e Journée mondiale des réfugiés ici à Abidjan. Ils viennent de Centrafrique, du Congo, du Libéria ou du Burundi. Ce 20 juin 2015, 15e journée mondiale des réfugiés, ils célèbrent notamment cette convention africaine sur le droit des réfugiés qui permet depuis 1974 de trouver asile lorsque la guerre, les conflits ou les persécutions contraignent à l'exil. Sounia, centrafricaine, a trouvé refuge en terre ivoirienne depuis le 2 janvier 2014.
L'accueil était chaleureux au niveau de l'aéroport. Arrivé en Côte d'Ivoire, il y a la paix. Au début, ce n'était pas facile parce qu'on a abandonné nos parents là-bas, les enfants. On était partis comme ça. Près de 2000 réfugiés originaires de 29 pays vivent actuellement en Côte d'Ivoire. Ils sont entre autres assistés par le SARA, service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, avec l'appui du Haut Commissariat pour les réfugiés. L'assistance apportée par le HR, elle se fait à travers le SARA. Elle se fait aussi à travers des partenaires tels que la SAPSU, tels que Caritas. Donc c'est plus une assistance d'abord juridique et ensuite il y a aussi une assistance matérielle. Venus aussi célébrer cette journée, les réfugiés ivoiriens volontairement rapatriés. Ils étaient 300 000 à quitter la Côte d'Ivoire début 2010. Fin juin 2015, ils ne sont plus qu'environ 60 000 à vivre pour la plupart dans les pays limitrophes. La Côte d'Ivoire a signé un certain nombre d'accords tripartites entre les pays voisins et l'UHCR pour permettre le rapatriement de ses compatriotes. Et le gouvernement ivoirien a entrepris des négociations, des discussions pour mettre en place ce dispositif pour pouvoir procéder à l'accueil imminent de nos compatriotes. Près de 60 millions de personnes dans le monde sont aujourd'hui des réfugiés. La moitié sont des enfants et le quart vit en Afrique subsaharienne. La Journée mondiale des réfugiés est aussi l'occasion de sensibiliser sur l'apatridie, une des conséquences de ces déplacements forcés. Ils sont 10 millions dans le monde à être nés en terre d'asile et à ne posséder aucune nationalité ou citoyenneté. Réfugiés ou apatrides, ces statuts sont protégés par des conventions internationales et confèrent à ces personnes le droit de vivre dans la paix, la sécurité et la liberté. La ville de Mont a également célébré cette journée mondiale des réfugiés. Des familles de réfugiés libériens y vivent encore. F-Boy. Pour cette commémoration de la Journée mondiale des réfugiés édition 2015, le thème retenu est « Les réfugiés, les rapatriés et les apatrides sont des gens comme vous et moi, apprenons à mieux les connaître ». Il s'agit de faire prendre conscience à toute la communauté afin de briser les préjugés que l'on pourrait avoir sur ces personnes. Face à l'intolérance et à la désinformation concernant les réfugiés, souvent engendrés par l'angoisse des communautés d'accueil, confrontées à un nombre sans cesse croissant de personnes qui franchissent les frontières, gardons à l'esprit que les réfugiés sont des personnes comme vous et moi. Ils ne constituent pas une menace, mais ce sont des personnes réelles avec de vrais besoins. Ce sont comme vous et moi des pères et des mères de famille, des frères et des sœurs, les membres d'une communauté. Notons qu'en ce qui concerne le district des montagnes, l'UNHCR y dénombre encore 173 réfugiés libériens issus de la guerre du Libéria. L'UNHCR a aussi contribué d'octobre 2011 à juin 2014 au retour de 31 826 Ivoiriens réfugiés au Libéria et en Guinée suite à la crise post-électorale de 2010. Et 95% de ces rapatriés se trouvent dans le district des montagnes. La Journée mondiale des réfugiés est célébrée tous les 20 juin, ce depuis 2001. Elle a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 5576. À Yamoussoukro, le gouverneur sortant a été reconduit pour un mandat de 5 années par le président de la République. Il a pour mission de faire de la ville de Yamoussoukro un pôle de développement. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a procédé à l'installation du conseil du district autonome de la capitale politique ivoirienne, Abou Sanego. Augustin Thiam Oufouet Abdoulaye, reconduit pour 5 années à la tête du district autonome de Yamoussoukro. Augustin Thiam Oufouet Abdoulaye a reçu du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, l'écharpe, nouvel attribut de gouverneur. Saisissant l'occasion, le gouverneur du district autonome de Yamoussoukro a dit sa reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara pour la confiance renouvelée. Il a promis que son équipe et lui donneront le meilleur d'eux-mêmes pour faire rayonner la ville de Yamoussoukro. Nos objectifs s'inscrivent dans la politique générale définie par son Excellence, Monsieur le Président de la République, sous la tutelle et le contrôle de Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, visant à la plus grande satisfaction des administrés dont nous avons la charge. Tel devait désormais être notre seul et unique fil conducteur, l'intérêt de nos administrés. Présidant la cérémonie, le ministre d'État Ahmed Bakayoko a engagé le gouverneur du district autonome de Yamoussoukro et son équipe
à maintenir le cap et à accroître les acquis afin que Yamoussoukro soit une capitale modèle et moderne. Yamoussoukro doit être une grande capitale mondiale, doit être un lieu de pèlerinage, doit être un endroit où le monde vient se recueillir, où le monde vient partager la paix, l'harmonie. Vous, monsieur le gouverneur, vous devez être le chef de famille, de sorte que vous puissiez, dans ce creuset de rassemblement des fils de Yamoussoukro, être celui-là, le guide qui aide tout le monde. S'il y a l'harmonie au niveau de l'équipe qui dirige la cité, vous allez voir que la cité va aller de l'avant. En 3 ans, selon le gouverneur, le district autonome de Yamoussoukro est parvenu à hisser le taux de réalisation des investissements de 11% à 34%. Pour ce qui est du reprofilage des routes, 3 sous-préfectures et 40 km ont été traités quand 3 localités ont été électrifiées. Le 6e forum de l'action internationale des collectivités va se tenir les 29 et 30 juin prochains en France. La Côte d'Ivoire qui y prend part est à la phase des préparatifs. La Direction générale de la décentralisation a initié une réunion préparatoire. Serge Colléa. Le 6e forum de l'action internationale des collectivités en France va mobiliser près de 1500 décideurs publics. Une trentaine de délégations étrangères sont attendues pour renforcer leur coopération et tisser de nouveaux liens. Pour la Côte d'Ivoire, il s'agit de développer les projets de coopération décentralisée. La Direction générale de la décentralisation entend mettre à profit cette tribune d'échange. Cette année, 20 conférences thématiques sont prévues. Elles portent sur les thèmes « Ville durable et intelligente », la jeunesse, la mobilité, le volontariat, l'action d'urgence ou encore le financement public-privé. L'événement est dédié à l'activité internationale des collectivités territoriales et constitue une occasion unique de valoriser l'ensemble des acteurs de la coopération décentralisée. Les collectivités et associations des pays partenaires de la France ont la possibilité d'animer un stand pavillon sur l'espace partenaire du forum. Il s'agira de mettre en avant les projets de coopération en cours, d'identifier les partenaires, de promouvoir les relations entre les acteurs concernés, à savoir les décideurs publics, les bailleurs de fonds et les opérateurs privés. Le 6e forum de l'action internationale des collectivités en France est organisé par Cité Unie France et Média Contact Service avec le soutien du ministère des Affaires étrangères et de l'Agence française de développement. Il se déroulera les 29 et 30 juin au Palais des Congrès de Paris en présence de plusieurs délégations, dont celle de la Côte d'Ivoire. La révision de la liste électorale, la sécurisation du scrutin, la composition de la CEI, ce sont entre autres points abordés lors du tout premier meeting de la Coalition nationale pour le changement. Il s'est tenu ce samedi à l'espace Figayo de Yopougon. Michel Digré. Il est 13h30 ce samedi, fin du meeting de la Coalition nationale pour le changement. Pour ce premier contact avec ses militants, le premier motif de satisfaction de la CNC, c'est la sérénité dans laquelle s'est tenue la cérémonie. Donc ce meeting s'est tenu sans violence, s'est tenu sous le regard des forces de l'ordre et que la Côte d'Ivoire se porte bien. Il est possible que des Ivoiriens qui se disent différents du régime se rassemblent sans qu'il y ait mort, sans qu'on les agresse, sans qu'il y ait brutalité. C'est possible et c'est cette voie qu'il faut conseiller à tout le monde. Il faut que nous ayons des comportements qui nous permettent de nous fréquenter, qui nous permettent de nous respecter. C'est parce que nous sommes différents que nous sommes condamnés à être unis. 2 heures de meeting sans heurts. L'occasion était toutefois trouvée pour aborder les questions qui fâchent la CNC, notamment celles relatives à l'organisation de la présidentielle d'octobre 2015. Pendant 5 ans, la commission électorale n'a rien fait pour renouveler cette liste électorale. Et puis précipitamment, on dit de faire la liste électorale sans écouter les partis politiques. Et cela se fait sans aucune mobilisation des populations. Or, on attend 3 millions à 4 millions de nouveaux électeurs sur la liste. Après 1 mois, je ne suis même pas sûr qu'on ait eu 100 000 personnes. La Coalition nationale pour le changement souhaite un dialogue franc avec le gouvernement pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire.
Gagnoa, les militants du PDCI RDA sont sensibilisés à s'inscrire sur la liste électorale. La participation du parti aux échéances électorales futures a également été abordée lors de la rencontre. Thérèse Yoboué. Ils sont venus très nombreux, les militants du PDCI RDA du département de Gagnoa, au siège de leur parti pour écouter le message qu'est venu leur délivrer la délégation de la haute direction du parti, délégation conduite par le secrétaire exécutif Maurice Kakou-Dikawe. Au centre des échanges, la révision de la liste électorale de 2010 devant servir pour les élections présidentielles de 2015 et les élections locales futures. Le secrétaire exécutif a exhorté les militants du département de Gagnoa à se faire inscrire massivement sur les listes électorales afin d'être des électeurs qui vont d'abord accorder un large suffrage au président Alassane Ouattara, candidat investi du RHDP, puis aider le PDCI à revenir au pouvoir en 2020. Nous avons fait venir tous les présidents de comité, les secrétaires de section et les leaders d'opinion pour leur expliquer, leur montrer les sites et puis voir aussi les difficultés. Dans 2 semaines, l'opération va prendre fin. Quant au secrétaire exécutif chargé des élections, François Roland Andiko, il a expliqué aux militants les aspects techniques de l'opération et les actions à mener par les militants afin que leur nom figure effectivement sur les listes électorales de Gagnoa. Maurice Kakou-Dikawe a appelé les militants à sortir massivement pour réserver un accueil des plus chaleureux au président Alassane Ouattara à l'occasion de sa prochaine visite d'État à Gagnoa. Le secrétariat national du Rassemblement des Républicains va à la rencontre des étudiants. Il s'agit de créer un cadre d'échange pour la prise en compte des préoccupations de la jeunesse afin qu'elle soit plus entreprenante et responsable. Moussa Koulibaly, Adama Koné. Le Rassemblement des Républicains RDR veut apporter des solutions aux difficultés que vivent les étudiants sur les campus. À cet effet, le secrétaire national à la jeunesse, Alphonse Soro, a rencontré les étudiants afin de créer un cadre d'échange et de réflexion pour dégager des pistes de solutions aux problèmes des étudiants, notamment le manque de travail après l'université. Au cours des échanges, Alphonse Soro a incité les étudiants à faire preuve de maturité et d'esprit critique en cette période électorale, afin que les universités ne soient pas des nids de violence. Aussi, les a-t-il encouragés à avoir confiance en la politique du président Alassane Ouattara pour leur avenir? Les étudiants souhaitent être le reflet de cette émergence que la Côte d'Ivoire est en train de rechercher. Nous avons pu noter leur bonne foi, leur bonne détermination à être des exemples pour la société ivoirienne. Cette rencontre a été également une occasion pour Alphonse Soro de sensibiliser les étudiants à s'inscrire sur la liste électorale en cours de révision. Au dit des étudiants, le message est plein d'espoir. En tant qu'un grand frère, il nous a écoutés. Je crois en sa promesse et j'espère qu'on aura solution à nos problèmes. Il existe un fonds pour des diplômés qui ont des projets qui sont bancables. Ça rassure. D'autres rencontres sont au programme du secrétariat national à la jeunesse du RDR avec les autres couches de la jeunesse ivoirienne dans le cadre d'une tournée organisée par le parti. Rentrée politique ce samedi du secrétariat national du Rassemblement des Républicains à l'agriculture. Une conférence a été prononcée autour du thème « Agriculture, socle de l'émergence de la Côte d'Ivoire, bilan et perspectives ». Maïsako. Le secteur agricole est la richesse de la Côte d'Ivoire. Mieux, il a contribué à mettre le pays sur la voie de l'émergence. C'est ce qui ressort essentiellement de la conférence organisée par le secrétariat national à l'agriculture du Rassemblement des Républicains à l'occasion de sa rentrée politique ce samedi. Autour du thème « Agriculture, socle de l'émergence de la Côte d'Ivoire, bilan et perspectives », cette rencontre a permis de faire le point des activités agricoles dans le pays et de dégager des actions futures en vue de leur rayonnement pour soutenir les actions de développement du président de la République. Il est bon donc de faire le bilan de ce que nous avons fait pendant les quelques années passées et de pouvoir compter avec le chef de l'État pour un second mandat et pour faire plus que ce qu'il n'a fait. Le président de la République, Alassane Ouattara, a placé le développement agricole au nombre de ses priorités dans son programme de campagne dénommé Vivre ensemble.
Cette vision du chef de l'État a porté ses fruits selon le conférencier Nou Coulibaly. L'on en veut pour preuve la création du Conseil du café cacao et la mise en œuvre du Programme national d'investissement agricole PENIA. Au dire du conférencier, ces performances ont pour conséquence la sécurité alimentaire, l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations rurales. Autant de résultats qui, selon le ministre Mamadou Sangafoua Coulibaly, devraient être relayés par les cadres du RDR. Il faut aller dans les endroits les plus reculés pour voir l'impact du travail. Si vous ne le faites pas, on transformera justement cette montagne en un atome. Selon des statistiques récentes, l'agriculture assure 1/3 du produit intérieur brut du pays et occupe 2/3 de la population ivoirienne. Il importe donc, selon le conférencier Nou Coulibaly, de développer davantage ce secteur porteur à travers sa modernisation et le renforcement du financement public. Quel est le rôle de la société civile pour des élections apaisées et crédibles? La question a réuni environ 600 organisations non gouvernementales à pratiquement 4 mois des élections présidentielles. Elles ont fait des recommandations aux autorités en charge des élections. Moussa Coulibaly et Hamza Diaby. En 2010, il y a eu près de 3000 morts. Dans cette affaire, les femmes ont payé le plus lourd tribut. Il y a eu des femmes qui ont été tuées, nos enfants ont été tués. Donc nous ne voulons vraiment pas que ces mêmes choses se répètent. Pour épargner à la Côte d'Ivoire ce triste tableau, les acteurs de la société civile entendent pleinement participer au processus électoral par la mise en place d'une plateforme d'éveil et de réponse concernant les troubles éventuels. Une rencontre est organisée autour du thème « Processus électoral 2015, participation de la société civile ivoirienne » afin de proposer des recommandations aux autorités. Après que les politiciens soient d'accord, nous on sensibilisera la population, nous allons dans les amours pour que nous tous nous soyons d'accord pour aller aux élections apaisées. À partir de là, après cette élection, on soit toujours ensemble, on soit contents. La mobilisation des jeunes, des femmes et la sensibilisation des médias ne sont pas en reste des actions de la plateforme d'éveil de la société civile. Cette plateforme mettra l'accent sur la prévention, la protection et la participation de la société civile dans la résolution des conflits et le maintien de la paix avant et après les élections. 622 officiers supérieurs, officiers et sous-officiers décorés à l'école de gendarmerie de Torogoué à Daloa. La gendarmerie nationale célèbre ainsi l'excellence et reconnaît leur mérite pour tout le travail abattu pour la nation. Hamza Diaby. Nous sommes à l'école de gendarmerie de Torogoué à Daloa. Ces 622 officiers supérieurs, officiers et sous-officiers reçoivent une décoration pour sacrifices consentis, bons et loyaux services rendus à la nation. Le général de brigade Vako Bamba, commandant en second de la gendarmerie, représente à la cérémonie le commandant supérieur général de corps d'armée Kwasi Kwaku Gervais. Il leur transmet la reconnaissance du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, et de la nation tout entière. À travers ces distinctions, notre arme honore votre engagement comme vous lui avez fait honneur par votre dévouement et votre bravoure. C'est le lieu de vous féliciter pour la détermination et la disponibilité dont vous avez fait preuve pour répondre avec efficacité aux défis opérationnels qui se sont présentés à nous. Les récipiendaires bénéficient aujourd'hui ou de la médaille de sauvetage ou de la médaille des forces armées ou encore du grade de chevalier de l'ordre du mérite. Le général Vako Bamba les exhorte à persévérer dans l'effort et à donner le meilleur d'eux-mêmes dans l'accomplissement des tâches quotidiennes. Les étudiants de l'Institut Polytechnique Félix Houphouët-Boigny ont été sensibilisés sur les questions de protection de l'environnement, planting d'arbres et communication sur les gestes à adopter pour sauvegarder l'environnement étaient au menu de la rencontre. Hassan Kane, Kader Sogodogo. La protection de l'environnement requiert une volonté politique, une implication forte des entreprises, des pouvoirs publics, de tous les citoyens, également une évolution des mentalités et des changements de comportement de tous. À l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, INPHB de Yamoussoukro, les étudiants l'ont compris. Ils font de la protection et de la conservation de l'environnement une réelle préoccupation. Occasion pour ces étudiants
de s'adonner à des séances de planting. La sauvegarde de l'environnement, c'est l'affaire de tous. Alors qu'ils s'intéressent à la préservation de leur environnement pour les progénitures futures. Le coordonnateur général du club environnement de l'INPHB, initiateur de la journée de l'environnement, déclare que le développement durable ne sera effectif que par l'emprunt du chemin de l'économie verte. Nous souhaiterons que tous les étudiants viennent adhérer à ce mouvement qui est louable, qui est non seulement formateur eux-mêmes, parce qu'ils seront les futurs agents de développement de demain. La journée dédiée à l'environnement à l'INPHB de Yamoussoukro a été marquée par une conférence publique dont le thème est « L'éco-responsabilité pour une île verte » a permis aux conférenciers d'inviter les étudiants à faire preuve de responsabilité pour la protection de l'environnement. Les gaspillages que nous produisons sont la source de la perte de la richesse mondiale. Depuis 2012, le monde vit à crédit. Donc aujourd'hui, il est important que nous ayons des comportements responsables en réduisant la consommation de ces ressources naturelles. Le directeur général de l'INPHB, Kofi Nguessan, les partenaires de l'Institut et les autorités de Yamoussoukro ont salué cette action environnementale, une action nécessaire pour la sauvegarde de la planète. La mutuelle sociale des agents de la RTI a un nouveau président. Diayao Sylvain a été élu pour un mandat de 3 ans à la tête du conseil d'administration de la mutuelle. Christelle Nda, Adama Kone. Sylvain Diayao, élu président du conseil d'administration de la mutuelle sociale des agents de la radiodiffusion télévision ivoirienne, Musarti. L'élection a eu lieu au cours d'une assemblée générale en présence du directeur général de la RTI, Amadou Bakayoko. Le nouveau PCA, élu pour 3 ans, a félicité l'équipe sortante pour le travail abattu avant d'inviter chacun à s'engager dans les activités de la mutuelle. La première mission déjà, c'est de maintenir le volet maladie en l'état de non-déficit qui fonctionne déjà. Ensuite, développer les autres aspects de la mutualité. Et je pense que c'est ensemble que nous allons faire une mutuelle forte. Donc il ne s'agit pas de dire M. Dia est président de la mutuelle, donc lui seul fait la mutuelle. Il s'agit de dire on l'a porté à la tête, on va le soutenir pour que la mutuelle soit plus forte. Cette assemblée a permis d'élire également les membres du comité de contrôle au nombre de 4. Sylvain Diayao remplace Yolande Kouadio à la tête de la mutuelle. La Musarti est la caisse de solidarité des agents de la RTI. Elle existe depuis 2011. C'est l'heure de la page culture de ce samedi et nous sommes avec Lucien Soya. Bonsoir Monsieur Soya. Bonsoir Madame. Comment mener à bien un projet ou encore comment exceller dans le domaine professionnel? Ce sont les questions au cœur de votre livre. Il est intitulé « Les secrets de l'excellence ». Eh bien, nous allons justement parler avec vous de ces secrets. Ce sera juste après le décryptage que nous proposent Sita Soro et Michel Mambo. Réussir à ce que l'on entreprend n'a jamais été chose facile. Que d'obstacles sur le chemin du succès. Pour y faire face, Lucien Soya propose Les secrets de l'excellence, un ouvrage de 63 pages qui se veut une source de motivation pour les personnes en quête de perfection ou d'épanouissement. À cœur vaillant, rien d'impossible. Selon l'auteur, réussir n'est certes pas chose aisée, mais il n'est pas non plus impossible d'y parvenir. Il y a tout simplement des dispositions à prendre, des règles à connaître. Parmi elles, l'auteur préconise l'abnégation au travail, la patience, la persévérance, la détermination. Mais un préalable à tout ceci, se connaître et se fixer des objectifs. Lucien Soya est ingénieur des télécommunications, agent de la RTI. L'auteur est à sa toute première œuvre. Alors, on vient de le dire, vous êtes ingénieur en télécommunications. D'où vous est venue cette idée d'écrire, cette envie d'écriture? Alors, il faut dire que depuis tout petit, à partir de la classe de 3e, j'ai vraiment aimé la lecture. Et vous savez que lorsqu'on lit, ce qu'on lit nous influence. Mais ce n'est pas ça qui m'a poussé à écrire. J'ai aussi milité au sein de plusieurs associations, des groupes de jeunes. Et on avait l'habitude de faire des exhortations, de faire de petits exposés, souvent des conférences en miniature. Et un jour, lors d'un rassemblement de jeunesse, les leaders de jeunesse
Ils étaient assis et l'orateur qui devait faire la conférence n'était pas là. On m'a demandé de faire une petite conférence. Et lorsque j'ai fait la conférence, ils ont vraiment apprécié, ils m'ont demandé de mettre par écrit. Mais ce qui vraiment va me pousser à écrire, c'est un fait marquant. Un soir, j'allais au campus de Cocody à l'université, là, j'allais voir des amis. Et en marchant, j'ai vu une jeune fille, à peu près 24-25 ans, qui a commencé, elle pleurait. Je me suis approché et dit, mais ma soeur, qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dit, mon frère, ça ne va pas, la vie est dure. Mes études, rien ne va. J'ai perdu ma chambre, je ne sais pas à quel sein me vouer. Et donc, cette exhortation, cette conférence que j'ai fait faire à ces leaders de jeunesse, j'ai essayé de proposer cette exhortation à cette jeune fille en marchant. En moins de 10 minutes, lorsque nous sommes arrivés, cette fille qui était abattue, qui voulait tout abandonner, elle a décidé de répondre. Elle m'a dit, mon frère, tu ne sais pas à quel point tu viens de me faire du bien. Et c'est ce qui m'a poussé à vraiment écrire. Donc, c'est cette conférence-là que j'ai mis par exemple. Et cette expérience qui vous a amené à écrire Les secrets de l'excellence, est-ce que c'est aussi parce que vous ne sentiez pas cet amour du travail bien fait là autour de vous que vous avez décidé de mettre ces secrets de l'excellence là par écrit? À cette question, je peux dire à la fois non et oui. Non, parce que on voit bien qu'autour de nous, il y a des personnes qui font bien leur travail. Oui, parce que ces personnes peuvent mieux faire, c'est tout. Et l'objectif de ce livre, c'est de toujours pousser celui qui les lit à vouloir aller plus loin, à faire mieux ce qu'il fait déjà bien. Faire mieux ce qu'il fait déjà bien. Donc, est-ce qu'à dire que vous détenez ces secrets de l'excellence dont vous parlez? Il serait prétentieux de dire qu'on a les secrets de l'excellence, mais je pense que celui qui lit ce livre, qui lit les principes qui y sont, je pense qu'à coup sûr, il atteindra toujours ses objectifs avec de meilleurs résultats. D'accord. Est-ce que ces principes dont vous parlez, ces principes que vous avez mis par écrit, est-ce que c'est une ligne de conduite que vous vous donnez ou tout simplement la seule conception que vous avez de la vie? Non, c'est une ligne de conduite. Vous voyez, l'œuvre, c'est un essai littéraire. Et on dit qu'un essai littéraire, c'est une œuvre dans laquelle l'auteur développe un sujet qui peut être un sujet de science, un sujet d'actualité, mais sans jamais l'épuiser. Alors, je ne dis pas que les secrets de l'excellence, c'est absolument ça qu'il faut lire. Ce sont tous les secrets qu'il faut pour être excellent. Alors, nous avons donné quelques principes. Ils sont au nombre de 8. Le premier principe, c'est de savoir que nous avons en nous des talents. Chacun de nous a des talents qu'il peut développer. Le deuxième principe, c'est de savoir que sans passion, on ne peut pas réussir. Parce que c'est quand on est passionné qu'on peut faire les sacrifices nécessaires, on peut être dévoué pour réussir. Le troisième principe, c'est le passé et le caractère. C'est un couple avec lequel il faut compter parce que le passé d'un individu permet d'expliquer pourquoi cet individu a une telle façon d'agir. Et sa façon d'agir, donc son caractère, explique un pan de son passé. Et puis, le quatrième principe, c'est de développer les vertus. Il faut apprendre à développer les vertus telles que l'amour, l'amour du prochain, l'amour de soi-même, pour ne pas, par exemple, se dépigmenter. Une femme qui se dépigmente, ça veut dire qu'elle n'a pas l'amour d'elle-même. Il y a aussi une autre vertu. Bon, une aptitude, c'est la pensée. Vous savez qu'il faut penser positivement. On dit que notre monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. C'est ce que le pasteur Ivan Castanou a appelé la loi PDPD. Propre dedans, propre dehors. Mais aussi pourri dedans, pourri dehors. Et puis après ça, on a 4 autres principes encore qui sont se fixer des objectifs nobles et réalistes. Le sixième principe, c'est élaborer un plan détaillé et calculé. Il ne faut jamais aller à l'improviste. Il faut faire toujours les choses de façon calculée. Le 7e principe, c'est évidemment vaincre les obstacles, parce qu'il y aura toujours des obstacles sur le chemin. Et le dernier principe, c'est la patience. On est trop pressé. Il faut souvent attendre, il faut savoir attendre. Voilà, c'est un peu les 8 principes que nous avons élaborés pour aider. Alors, si cette jeune fille qui en 10 minutes a écouté et a décidé de changer, décidé de prendre sa vie en main, je pense que celui qui a le livre et qui le lit régulièrement fera mieux que cette fille. Alors, vous l'expliquez de façon si simple, Les secrets de l'excellence, c'est rédigé aussi de façon simple, en 8 chapitres. Est-ce que c'est parce que vous avez une cible assez large? Est-ce que c'est parce que vous voulez vous faire comprendre et lire de tout le monde? C'est exactement cela. Les secrets de l'excellence visent tout le monde, qu'on soit ouvrier, menuisier, maçon. Peu importe le niveau social qu'on a, on peut lire Les secrets de l'excellence. C'est un livre, la première lecture rapide peut durer environ 1h30.
tout le monde peut lire. Même un élève du CE1 peut lire les secrets de l'excellence et le comprendre facilement. Nous allons prendre un petit passage, c'est dans le chapitre 7 à la page 45. Vous dites que rien n'est facile dans la vie, c'est pourquoi celui qui veut devenir excellent doit être prêt à affronter les difficultés et à les vaincre. La question, c'est justement comment vaincre ces difficultés-là. La réponse se trouve dans la question. On dit accepter les difficultés. Tant qu'on ne les accepte pas, on ne peut pas les affronter. La première chose, il faut accepter les difficultés. Il faut savoir que les difficultés sont présentes pour nous permettre de faire des exploits. Parce que réussir sans difficulté, ce n'est pas faire un exploit. Et puis, bon, il faut aussi savoir que dans la vie, c'est comme ça. Il y aura toujours des obstacles. Moi, je prends toujours comme exemple Saint Jean Bosco, qui est un grand bâtisseur. Il dit, moi, quand je rencontre un obstacle, j'essaie de l'ôter. Si je n'y arrive pas, j'essaie de l'escalader. Si je n'y arrive pas, je fais un grand détour jusqu'à l'autre côté. Mais reculer, jamais, jamais cela. Donc, malgré les difficultés, quel que soit le nombre de difficultés, parce que chacun a ses difficultés, vos difficultés ne sont pas les miennes. Absolument. Il ne faut jamais baisser les bras. On peut peut-être reculer pour mieux s'organiser et rebondir, mais il ne faut jamais abandonner. C'est un cri d'espoir, on va dire, qui est résumé dans cet ouvrage. Et dans la conclusion, vous dites les 4 piliers de l'excellence, c'est votre prochaine œuvre. Est-ce qu'on peut dire que c'est une continuité, une suite logique de ce livre-là? Oui, les 4 piliers de l'excellence, c'est une suite logique. On pourrait dire même que les 4 piliers de l'excellence devaient venir avant les secrets de l'excellence. Pourquoi? Dans les 4 piliers de l'excellence, c'est le volet spirituel de l'excellence. Nous disions tout à l'heure que le monde intérieur est reflété par le monde extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ce que nous pensons à l'intérieur de nous, ce que nous créons à l'intérieur de nous, donc dans notre monde spirituel, ce que nous avons au fond de nous, c'est ce qui ressort. Donc, c'est la base même de l'excellence. C'est pourquoi on a appelé les 4 piliers de l'excellence. Quand vous prenez une chaise à 4 pieds, vous voyez un peu qu'elle est stable. Voilà, ce sont les 4 piliers de l'excellence qui, sûrement, cette œuvre va apparaître dans quelques semaines. Elle est en correction. Dans quelques semaines, alors, les secrets de l'excellence, les 4 piliers de l'excellence. Est-ce que cette passion de l'écriture va vous faire changer carrément de métier? Oh, je ne sais pas, mais je peux dire que je suis technicien, j'aime la technique, mais j'aime aussi écrire. Donc, je ne sais pas pour le moment. Merci Lucien Soya, auteur du livre « Les secrets de l'excellence » et ingénieur en télécommunications ici à la RTI. Merci. Dans le reste du monde, au Mali, la coalition des mouvements de l'Azawad a signé aujourd'hui l'accord de paix d'Alger pour le nord du pays. Le gouvernement et les groupes armés loyalistes avaient déjà entériné le document le 15 mai dernier. Et c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à vous sur RTI 1.